Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Vous êtes nombreux à nous regarder sur Espace TV, Radio Espace. Merci de nous préférer. Les informés prennent le pouvoir à Conakry quand il est 15h, heure de Conakry. Bonsoir à toutes et à tous, à nos auditeurs qui nous écoutent un peu partout à travers le monde. Vous êtes les bienvenus. Et nous sommes ensemble jusqu'à 17h, heure de Conakry. Et bien sûr, on clôturera avec la Minute Orange avec Chiplo. Bonsoir à vous, Amadou, et bonne arrivée. Bonsoir, Tierno. Et bonne arrivée à vous, Félix Milimono. Bonsoir et bonsoir à tous. Ah, il a changé de micro. Théophile Fassamano, bonne arrivée. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Madjou. Bonsoir Chiplo. Et bonsoir Madjou et bonsoir à tous. C'est vrai qu'Alphonse Mara n'est pas là. Il a eu un petit souci. Des bandits se sont introduits dans son domicile. Ils ont emporté des biens. Voilà, donc nous sommes de cœur avec lui. C'est important de le rappeler. Vous savez, l'insécurité bat son plein à Conakry. L'insécurité ne refait pas surface, d'autant plus qu'elle est toujours là. Il va falloir venir au secours des populations, parce que la première mission d'un citoyen, d'un État, c'est de sécuriser ses personnes et leurs biens. C'est la première mission fondamentale d'un État. C'est vrai que Alphonse n'est qu'une goutte d'eau dans un océan, mais Dieu seul sait combien les citoyens guinéens sont victimes d'insécurité dans ce pays, Théophile. Ouais, c'est quand même assez dommage de pouvoir de chercher. Tu as des biens, on se débrouille en fait. Chacun se cherche et puis tu as des choses que tu gardes à la maison. Et lui, ils ont pris la télé, les habits, ils ont pris toute la garde-robe d'Alphonse. On a l'impression que celui qui a pris, qui a volé, c'est comme s'il vient de se marier. Et du coup, il n'a pas. Non, il n'a rien. Voilà, il cherche à aménager, à meubler. Et là, ça met des gens en retard. Et tu as dit, c'est une goutte d'eau. Lui, il subit. Et il y a d'autres qui n'ont peut-être pas. Même si Alphonse n'est pas à un certain niveau, mais il y a d'autres qui n'ont rien en fait, c'est leur dernier. Ils sont pas payés, ils n'ont rien, et c'est quand même assez dommage. On est de cœur avec lui et on espère le retrouver très vite. Oui, Amadou, l'insécurité, on en parle toujours, tous les jours. Mais c'est grave. Mais quand Théophile dit peut-être que c'est une personne qui cherche à se marier, je pense qu'il faut pas nous mettre en danger pour nous qui cherchons à nous marier. Nous ne sommes pas des voleurs. C'est un voleur et c'est un voleur. Mais c'est de dire tout simplement, nous sommes dans un régime militaire. Qu'on le dise ou pas, c'est vrai qu'on a des cadres. C'est le minimum quand on a des militaires aux affaires. Aujourd'hui, on voit des militaires qui prennent le pouvoir parce qu'ils disent que... est là depuis je dis prennent le pouvoir et disent que parce que les régimes civils n'arrivent pas à le faire. Monsieur Doumbouya, ça fait plusieurs mois que vous êtes là. Le minimum qu'on puisse vous demander, sécurisez-nous de grâce. Bien. Sécuriser d'une grâce, mais déjà, Théophile qui a tout caché en parlant. Non, mais tu sais, il y a un adage qui dit dans notre langue, c'est-à-dire la bouche rit parfois des choses qui sont mauvaises, mais ça ne veut pas dire que ça nous plaît, mais ça nous amène à ça. En poulard, ça donne les bonnes. Ça veut dire que ça peut être une stratégie de Théophile quand je vais marier. Théophile, Félix. Bah oui, il faut le dire, cette question d'insécurité, ça ne date pas d'aujourd'hui. On en parle chaque jour, mais l'État a toujours des difficultés à pouvoir sécuriser l'ensemble de la population guinéenne. Pourtant, c'est le premier rôle d'un État. Tu l'as rappelé tout à l'heure. Et ce cas-ci de ces voleurs, je ne sais pas comment peut-être Alphonse va le faire parce qu'il me disait qu'il est à la gendarmerie pour voir comment ils vont faire des enquêtes. Sauf que ce qui peut, par exemple, occasionner à ce que l'insécurité prenne de l'ampleur dans un État, c'est quand il y a l'impunité. C'est quand il y a l'impunité, quand il n'y a pas d'enquête, quand il y a vol, par exemple, ou quand il y a un cas de criminalité quelque part, il n'y a pas d'enquête, on laisse comme ça. Donc, c'est ce qui occasionne. Parce qu'il faut le rappeler, que lorsqu'on punit, ce n'est pas seulement pour la personne qui est punie, mais c'est pour les autres qui voient cette punition, c'est pour les prévenir que quand vous le faites, vous serez puni au même titre que ce voleur qui a été puni. Et si on ne fait pas d'enquête, si on ne punit pas, eh bien, ça va toujours continuer. Chiplo, toujours le même sujet. Oui, comme tu l'as dit, l'insécurité n'est jamais partie. Souvent, quand on parle, c'est pour dire que l'insécurité refait surface ou bien la recrudescence et tout, mais c'est jamais parti, c'est toujours actif. Tous les jours, c'est des nouveaux cas qu'on entend par-ci, par-là, des personnes connues et moins connues. Ça passe des fois inaperçu et tout, mais on espère vraiment que les autorités vont pouvoir essayer, en tout cas, d'endiguer à ce phénomène-là, parce que déjà,
Alphonse, ce qu'il fait, c'est ce qu'il doit faire. Un citoyen, quand tu es victime de quelque chose, ce que tu peux faire, c'est partir vers les autorités. Peut-être qu'il a des soupçons qui pèsent sur les gens, ou bien peut-être qu'il a un espoir, en tout cas, de retrouver l'auteur de cette forfaiture-là. Donc c'est bien normal qu'on parte vers les autorités, même si le plus souvent, ça n'aboutit pas. En tant que citoyen, c'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas se rendre justice après tout. Parce que souvent, on dit dans ce pays, quand on ouvre les enquêtes, elles ne sont jamais fermées. Donc bonne chance à lui et plus jamais ça. Et que la justice joue bien son rôle, comme l'a dit Félix. C'est l'impunité qui occasionne souvent ces genres de choses dans notre pays. À la région, on avait oublié de les présenter. Mafata Sano, Dembadouno Jamari, Mélikan, Sita ici à la radio Abdul Gadri Dramé, l'enfant de Boki. Imrana Diallo est un activiste membre du FNDC qui à un moment donné avait décidé de quitter le pays et s'exiler au Sénégal. Qu'est-ce qui avait motivé cet exil? Comment a-t-il vécu cet exil? Loin de sa famille, il prend la parole ce soir pour nous expliquer son engagement citoyen. Il sera avec nous d'un moment à l'autre dans cette émission Les Informés sur Radio Espace et Espace TV. Quel bilan pouvons-nous tirer de la participation du Syli national de Guinée à la CAN 2022 au Cameroun? Nous allons débriefer avec l'un de nos envoyés spéciaux au Cameroun, Paul Fatia Tunkara, déjà installé dans ce studio. Bonsoir et bonne arrivée, Paul. Bonsoir, Tiano Madiou. Bonsoir à toute la team. C'est un plaisir de vous revoir après 2 semaines d'absence au pays. Vous étiez au Cameroun, Bafoussam, Yaoundé, Douala. Vous êtes de retour au pays. Vous avez suivi l'équipe nationale de Guinée, le Syli, qui a été éliminé par cette équipe de la Gambie. Je ne dirais pas par une petite équipe. Une seule question, mais on aura des questions subsidiaires. Quel bilan pouvons-nous tirer de cette participation de Syli à la CAN 2022 au Cameroun? Visiblement, le Syli ne joue jamais 5 matchs lors d'une compétition. Et ça c'est devenu une tradition dont il faut divorcer parce que chacun ou tout le monde semble circonscrire cette élimination du Syli national au mauvais casting du sélectionneur Kaba Diawara, même si de toute évidence il reste le comptable de ce bilan-là, parce que le premier ami d'un entraîneur, ce sont bien les résultats. Vous avez vu par exemple l'élimination des Aigles de Carthage de la Tunisie. Aussitôt éliminé, le sélectionneur a été remplacé et son adjoint a donc été promu pour reprendre officiellement les rênes de la sélection nationale. Donc ça se passe ainsi dans toutes les sélections. Maintenant, pour parler du bilan, chacun peut y aller de son appréciation. D'aucuns vous diront que c'est un bilan qui est catastrophique parce que le Syli n'a pas répondu aux attentes, aux espoirs placés en lui. D'autres, mieux avertis, diront que le Syli est logiquement sorti de cette compétition parce que c'est un triste Syli qui a toujours traîné des doutes, sorti d'un traumatisme béant dans cette campagne éliminatoire pour le Qatar 2022 avec 0 victoire, autant de buts encaissés, une défense poreuse, une ligne d'attaque complètement grippée. Donc nous sommes partis reproduire cette spirale négative du côté donc du Cameroun. On a réussi cette entrée en matière contre le cours de la rencontre parce que logiquement, c'est le Malawi, n'eût été l'inexpérience et la naïveté de ces attaquants qui n'ont pas été assez fringants, qui n'ont pas été prolifiques avec les nombreuses offrandes que Mohamed Ali Kamara Piqué leur gratifiait sur un plateau d'or. Je pense que le Malawi pouvait bien venir à bout de la Guinée. Maintenant, face au Sénégal, c'est là où certains ont pensé à tort que la Guinée s'était mise au niveau du Sénégal, alors que c'est vrai qu'on avait contraint le Sénégal à un match nul. Le Sénégal qui avait l'équipe, disons, l'une qui avait le statut de favori. Il y avait des absents. Il y avait des absents, justement. Ganaga n'était pas là. Exactement. Donc c'est un Sénégal dont le potentiel offensif était assez amoindri par des absences non des moindres, des joueurs cadres affectés par le Covid-19, qui était l'autre adversaire redoutable de toutes les sélections à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez l'effectif la plus riche en termes de valeur marchande, plus de 335 millions d'euros sur la somme des individualités qui composent cette équipe-là. Vous avez un joueur de classe mondiale qui tutoie avec le sommet du football mondial, Sadio Mané. Donc quand vous consolez d'un match nul, ça, c'est un match nul aux allures de victoire pour la Guinée et de déception pour les Sénégalais parce qu'ils n'ont pas pu confirmer leur rang, leur statut de favori. Maintenant, il fallait doucher cet enthousiasme-là parce qu'on a vu certains jubiler
crié, exulté de joie. Les artères de Conakry ont été prises d'assaut, comme quoi on a réussi à tenir tête aux lions de la Teranga de Sénégal. Sauf que par la suite, on a connu une descente brutale sur terre avec cette défaite contre le Zimbabwe. Le Chili n'a plus relevé sa tête et c'était enfoncé tout droit au mur. La Gambie qui est venue nous éliminer. Maintenant, peut-être que vous êtes surpris par l'élimination du Chili par la Gambie. Personnellement, je ne suis pas surpris parce que la Gambie, à voir cette équipe jouer, on sent qu'il y a de la suite dans les idées. Vous avez un entraîneur, un sélectionneur qui est là depuis 2018, Tom Saint-Phi, qu'on appelle populairement le pigeon voyageur ou le pigeon migrateur, ou bien le routard du football africain. Il est sur le sol africain depuis pratiquement 14 ans, donc il a traîné ses crampons sous beaucoup de cieux. Il a entraîné la Namibie, le Zimbabwe, l'Éthiopie, le Togo, le Bangladesh, Trinité et Tobago, Malte par exemple, qui constitue sa toute première expérience. Au total, ça fait 25 équipes dans 22 pays différents et avec 10 sélections nationales. Donc c'est quelqu'un qui a des idées arrêtées sur le football africain, qui maîtrise parfaitement l'environnement du football africain. Il est venu dans une sélection qui occupait la 172e place au classement FIFA. Une sélection qui avait cette fâcheuse habitude de déclarer forfait faute de moyens, qui n'avait pas d'argent et qui n'avait pas gagné le moindre match depuis 5 ans avant l'arrivée de Tom Saint-Phi. Donc tous les déplacements qu'il effectuait en Europe, il les faisait à ses propres frais. Il est parti puiser en Europe, en Belgique, en Espagne. Il a constitué une jeune équipe dans des championnats moins cotés de seconde zone. Et aujourd'hui, ce qui donne cette force collective que dégage cette équipe de la Gambie, qui a obligé la Guinée à courir après le ballon. Et même si par moment on a vu le jeune Moriba par exemple, qui pour moi est la véritable satisfaction de ce naufrage collectif du Chili national, justement, malgré ses efforts notables à transcender le triste Chili, malheureusement, le Chili s'est fait éliminer en 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félix. Alors, on parlera de l'administration, mais parlons de l'équipe elle-même. Nous apprendons dans les QG qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Ils fumaient de la chicha. Il y avait, entre autres, entre guillemets peut-être, vous allez peut-être démentir, des filles qui se baladaient au sein de l'hôtel. Dites-nous en clair, vous qui y étiez, qu'est-ce qui s'est passé au sein de ces QG? Alors, première précision qu'il faille apporter est que le QG des journalistes sportifs, parce que nous sommes allés en vague dans une délégation entièrement prise en charge par le département des sports, à qui d'ailleurs je rends un grand hommage, parce que le ministère s'est heurté à des imprévus. Officiellement, il y avait 90 personnes inscrites sur la liste officielle de la délégation, mais le ministère s'est retrouvé, tenez-vous bien, face à 269 personnes. Donc dans le souci de n'exclure personne et de mettre tout le monde dans les commodités dans un pays en proie d'insécurité, le ministère a réussi à faire face, à contenir tous ces imprévus. Donc nous étions à 1 heure de l'hôtel du QG du Chili national et le Chili était à 40 km du stade de Bafoussam. Ça, c'est la première précision. Alors l'autre précision, c'est que je serais surpris d'apprendre ou de voir quelqu'un avoir accès au QG du Chili national tant les dispositions sécuritaires étaient excessivement élevées à ce niveau. Je vous prie de me croire que même l'ambassade de la Guinée au Cameroun n'a pas eu accès au QG du Chili national de Guinée. Même le collège médical n'a pas eu accès au QG du Chili national de Guinée sous prétexte que les joueurs, le personnel, n'a pas droit d'entrer en contact avec le monde extérieur. Nous, journalistes, quand nous y allons pour les conférences d'avant-match ou pour les 15 minutes qui nous sont accordées à la veille de chaque séance d'entraînement, nous sommes fouillés. Ceux qui n'avaient pas d'accréditation déposaient leur passeport, leur carnet de vaccination. Les responsables de la sécurité de la fédération s'assuraient que c'était effectivement des journalistes guinéens avant d'avoir accès au QG du Chili national. L'ambiance était là, ils n'étaient pas du tout envahis. Les joueurs étaient dans leur QG, ils partageaient le même hôtel que l'équipe nationale du Sénégal à Bafoussam. J'avoue que personne ne vous dira qu'il a été envahi ou qu'il a été indisposé par un quelconque facteur exogène. Tout était vraiment bien carré à leur QG. Justement, la question de Félix, c'est concernant cette affaire de chicha.
Il semble que des joueurs étaient dans leur chambre en train de fumer de chicha après la défaite contre le Zimbabwe. Oui, il semble que ça venait de la Fédération guinéenne de football. Oui, après la défaite contre le Zimbabwe, tard la nuit, j'ai eu vent de cette information qui a embrouillé au QG du Sili national de Guinée. Alors, puisque nous étions à 1h et il nous avait été interdit, parce que quand nous sommes allés, il y a 2 policiers camerounais qui sont venus à notre hôtel pour nous dire explicitement d'éviter de marcher seul dans les rues de Cameroun, au risque de se faire prendre à partie par des esprits malveillants. Parce que, vous savez, c'est un pays quand même en proie de violence, avec les menaces incessantes des séparatistes anglophones à l'endroit des pouvoirs publics. Et au lendemain de notre arrivée, des confrères marocains et algériens se sont fait tabasser. Donc nous avons reçu la visite des policiers qui nous ont dit éviter de marcher seul la nuit et de marcher tout seul, marcher en colonie, marcher en compagnie. Alors, quand j'ai eu cette information, j'ai appelé l'officier média auprès du Sili national de Guinée, qui m'a donné sa version. Alors, d'abord, tout a commencé le jour du match. Seydou Bassouma Konkole, d'après la version qui m'a été rapportée par l'officier média, Seydou Bassouma, le sélectionneur, aurait dit à Konkole d'aller se chauffer parce que c'est lui qui devait être lancé dans les ultimes minutes de la rencontre. Mais il aurait traîné les pas en signe de protestation contre le sélectionneur. Donc c'est ainsi le sélectionneur a demandé à Lamarana Diallo d'aller se chauffer et c'est Lamarana qui a été lancé en lieu et place de Seydou Bassouma Konkole. Donc arrivé à l'hôtel, les joueurs se seraient retrouvés dans la chambre de Konkole pour une soirée, pour une virée bien arrosée de la musique à une heure indue qui indisposait le voisinage et de la bière, de la chicha. Donc il m'a donné cette version. J'ai écouté également les joueurs qui disaient qu'ils étaient venus sur proposition du capitaine Abiketa. Ils se sont retrouvés effectivement, mais dans la chambre de Sori Kaba, qui a connu quand même l'un de ses pires matchs en sélection nationale, parce qu'il a vilipendé autant d'occasions que le garçon pouvait vraiment mordre du noir après cette rencontre. Donc ils étaient venus remonter le moral et après cette défaite, parce que on va avoir besoin de lui pour les prochaines sorties du Sili. Donc, j'ai recoupé ces versions et chacun de nous de tirer une conclusion. Chacun de tirer une de toute façon, il y a eu une fête. Oui, Chiplou. Déjà, moi, je ne comprends pas dans l'entame de ton intervention. Tu as dit au début, la fédération ou le ministère, en tout cas, s'attendait à au moins 80 et quelques personnes. Et la fédération ou le ministère se retrouve à 200 et quelques personnes. D'où venaient toutes ces personnes-là? Qui a recommandé ces gens-là? Et est-ce que la meilleure solution, c'était de dépenser de l'argent pour les envoyer alors qu'ils n'étaient même pas prévus? Non, parce que la question j'avoue qu'il y a des gens qui sont partis en voiture. On a rencontré 2 supporters qui sont partis de Koya pour Mali, Mali, Bamako, Burkina Faso, Nigeria. Ils sont arrivés au Cameroun après 12 jours de voyage. Et quand ils sont partis, ils ont exposé leurs problèmes. Et vous savez, quand vous vous retrouvez dans un pays étranger, et surtout quand vous en proie d'insécurité. Le souci, c'est comment garantir la sécurité de tous vos compatriotes. Ce n'est pas de plaisir que des Guinéens se retrouvent, il y a l'entraide. Exactement, il y a de l'entraide. D'autres sont partis avec seulement que le billet aller. Donc ils sont partis et ils sont tombés sur le département. On veut contenir tout le monde, ce grand ensemble-là, parce qu'ils sont venus tous pour partager cette ferveur populaire, c'est-à-dire accompagner le Sili national de Guinée. Donc le département, dans sa bonne foi, n'a pas cherché à savoir qui t'a amené, qui t'a pas amené. Il suffit que tu sois guinéen et puis que tu sois logé dans la même enseigne, que tu aies le même traitement que tous ceux qui sont partis. Heureusement que tout s'est bien passé, aucune fausse note. Toutes les entités qui composaient cette délégation, les journalistes étaient internés dans un hôtel à l'abri des bruits et des pas de danse des supporters qui, il faut le rappeler, observaient une journée de jeûne à la veille de chaque match durant tout le séjour. Et ça, c'était de leur propre initiative, de leur propre gré. Des sacrifices étaient consentis à la veille de chaque match, ces supporters-là dans leur hôtel. Il y avait le collège médical qui était là, à qui je rends un vibrant hommage, dont le travail de Fourmé a été officiellement reconnu par la CAF, Dr Aruna, Dr Bella, Dr Marcel, qui veillaient
aux petits soins. Tous les matins, ils étaient là pour s'assurer de l'état de santé de chacun de nous parce que toutes les sélections se plaignaient d'intoxication alimentaire, d'indigestion. Donc, ils se préoccupaient de la santé. Les anciens joueurs étaient dans leur hôtel. Tout se passait convenablement bien. Et à chaque match, c'était une escorte pour l'aller au stade et pour le retour du stade. Paul Fatia Toukara, quel bilan pouvons-nous tirer de la participation de Syli National de Guinée à la CAN 2022 au Cameroun? Il est avec nous pour débriefer. Théophile Fassamano. Bon, moi j'ai plusieurs questions, mais on va aller avec une à la fois. On va aller avec une à la après, fois. vous reviendrez avec la deuxième question. J'abonde dans le même sens que Félix. C'est quoi le problème finalement? Est-ce que c'est parce que justement nos joueurs se sont laissés aller avec certaines choses qu'ils ne devaient pas faire, qui a eu pour conséquence un manque de concentration, où ils n'étaient pas dans tous leurs états, où ils ne pouvaient pas bien voir, ou ce serait parce qu'ils ont minimisé les équipes, ou ce serait peut-être parce qu'ici déjà il n'y a pas eu de match qui leur ont permis de formation, d'entraînement préalable, de préparation, qui leur ont permis d'être à niveau pour aller concourir. Parce qu'on a vu quand même des équipes là-bas auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on considérait comme des petites équipes. Malgré qu'elles ont été battues, on s'est dit oui, ils ont travaillé. Est-ce que c'était quoi le problème chez nous? Alors, ces équipes ou si c'était l'entraîneur aussi supposées faibles sont venues troubler la fête du côté du Cameroun dans leur poule. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'explications qu'on peut donner. D'abord, le Syli sort d'un traumatisme. Le Syli, c'est un gros corps malade. Il faut une réelle prophylaxie. Un gros corps malade. Il faut lui administrer de vrais remèdes. Ouais. Parce que moi, j'ai eu un entretien avec le coach mental, le préparateur mental, Anthony Metz de l'équipe nationale. C'est quand même inédit. Il faut le rappeler. C'est une première que l'équipe ait en son sein un préparateur mental. C'est-à-dire que le mal est tellement profond que c'était nécessaire pour les autorités du football de trouver un préparateur mental. Parce qu'on a connu des générations dorées en 2004, 2006, 2008, 2010 qui nous ont fait vivre des Coupes d'Afrique réjouissantes. Mais le talon d'Achille de ce football, de l'équipe nationale, c'est toujours cet esprit de compétitivité qui est complètement déconfituré et qu'il faudra aujourd'hui restaurer. Quand je l'ai eu en entretien, il m'a dit que l'équipe nationale a un problème de concentration. L'équipe a des sautes de concentration même pendant les séances d'entraînement. Lorsque les joueurs n'arrivent pas à assimiler les schémas, par exemple, ils tombent dans la déconcentration. Lorsqu'il est en plein cours pratique avec les joueurs, eh bien, ils sont là au fond dans leur téléphone, ils ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas sérieux. Exactement, ils ne sont pas concentrés. Il dit que c'est un sérieux problème, que le problème il est tellement délicat qu'il faut le prolonger même après la Coupe d'Afrique des Nations, parce que le mal pour lui, il est vraiment profond. Maintenant, tout le monde peut blâmer le sélectionneur Kaba Diawara. Il faut préciser que Kaba est venu à moins de 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on était en train de tergiverser qui il fallait prendre. Est-ce qu'il fallait faire venir un autre sorcier blanc avec des prétentions salariales excessivement élevées qui va nous laisser avec un bilan de maigres résultats, ou est-ce qu'il fallait laisser Kaba Diawara perpétuer l'héritage de DJ Six? À moins de 2 mois, on a officialisé Kaba Diawara pour 3 mois seulement, il faut le rappeler, pour 3 mois. Maintenant, on est parti à cette Coupe d'Afrique des Nations avec, encore une fois, beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Vous sortez d'une campagne de la Coupe du Monde. Zéro victoire. Avec plus de... seulement contre le Maroc, vous avez 7 buts d'encaissés. La défense, c'est une défense à éponge. C'est-à-dire l'éponge absorbe la quantité d'eau qui lui parvient. Une défense qu'on appelle que Dieu nous aide. Exactement. Après, vous avez une ligne d'attaque complètement grippée. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir un Momo Bayo, un Sori Kaba et un Morgan Guilavogui et un Martinez Kanté, même s'il a été auteur d'une passe décisive du but contre le Malawi. Vous ne pouvez pas avoir ces 4 attaquants et revenir à la maison après 4 matchs, 0 but au compteur. C'est inquiétant. Oui, Théophile, toujours. On va enchaîner parce qu'après Amadou, on va introduire l'autre invité. Ah d'accord, dans ce cas je vais aller moi parce que si alors je parle par trop longues, ça va prendre pas trop longue. Dans ce cas, je vais faire une pierre 3 coups. On va répondre ensemble. Alors l'autre question c'est par rapport au retour des joueurs. Le retour, est-ce que c'est un problème si un joueur qui a des contrats avec d'autres clubs ailleurs
quittent directement de la CAN pour aller se retrouver. Parce que des informations que j'ai, on me dit que c'est normal. Est-ce que c'est un problème? L'autre chose, on a entendu des choses autour de toi et j'aimerais bien que tu nous dises. Il faut le dire clairement, le lynchage. Le lynchage qui a été fait. L'important, c'est pour les auteurs qui nous écoutent. Voilà, c'est important. Tu as fait, tu étais à la une de l'actu, Paul Fatia, machin, et tu as même fait des posts, tu étais calme. Qu'est-ce qui s'est passé au fond? Voilà. Donc on a envie de savoir. Alors, par rapport au retour des joueurs, c'est vrai qu'ils étaient en mission. Nous sommes dans une société quand même foncièrement traditionnelle. Les joueurs partaient en mission et quand ils partaient, ils ont eu droit au fanion à la faveur de la traditionnelle cérémonie de remise. Vous partez au combat, vous partez en mission, comme le disait le président colonel Mamadi Doumbouya. On est dans une société africaine, c'est comme si vous chargez quelqu'un d'une commission. Que ça réussisse ou pas, il est en droit de vous revenir pour vous donner le compte rendu. Peut-être on est dans notre droit de s'attendre à ce qu'il revienne pour peut-être rendre compte de ce qui s'est passé. Sauf qu'il y a des clauses qui le permettent à 48 heures avec des clubs. Justement, et écoutez bien sûr les autorités en place, les pouvoirs publics, ceux qui leur ont donné bien sûr le maillot, le tricolore avant de partir. Cependant, il ne faut pas oublier, occulter que ces joueurs sont des employés des clubs européens. Et ils ont vraisemblablement 24 heures après les compétitions officielles pour regagner leur club. Je peux comprendre le ressentiment des pouvoirs publics parce que toutes les sélections, à mon entendement, le Ghana par exemple, après son élimination, tous les joueurs sont d'abord rentrés au pays. Interdiction leur avait été faite même de regagner leur domicile respectif aussi longtemps qu'ils n'auraient pas échangé avec le département en charge des sports pour tirer tous les enseignements possibles. C'est au cours de cet entretien-là que le sélectionneur a donc été limogé. Je peux bien comprendre le ressentiment. Cependant, c'est des joueurs, c'est des employés des clubs. Ils ont des obligations. Autant ils ont des obligations avec leur nation, autant ils en ont avec leurs clubs respectifs qui les payent, bien sûr, qui mettent même parfois des jets privés à leur disposition pour honorer leur convocation en sélection. Et après la défaite contre la Gambie, ils sont rentrés en rang dispersé dans leurs clubs respectifs. Ceux qui se sont économisés avec le Sili national ont été prolifiques en clubs comme Sori Kaba par exemple. Parce que 2 jours après, il a marqué. Justement. Maintenant, par rapport... Je pense que Sori Kaba s'est économisé. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est une façon de le chambrer. C'est une façon de le chambrer. La deuxième question de Théophile, c'est par rapport à ce que tu as subi comme lynchage médiatique. Justement, ce que j'ai subi, moi, quand on a été battu par le Zimbabwe, j'ai écouté beaucoup de commentaires, j'ai lu beaucoup de radios, beaucoup d'articles. On a semblé déplacer le débat, personnaliser le débat comme c'est dans notre ADN, dans notre gène. À chaque fois qu'il y a une défaite, on est tellement prompt à tirer à trouver un bouc émissaire, tout ça. Accusateur sur quelqu'un sans pour autant analyser. Exactement. On parle de la supposée présence de la femme du vice-président du CONOR, en l'occurrence Sega Diallo, dans le QG de l'hôtel. Moi, je ne vois pas, personnellement, le rapport qu'on peut bien établir entre la défaite du Sili national et la supposée, je dis bien supposée présence de la femme d'un vice-président au QG du Sili. Si présence il y en a. Au moment où ces propos, ces ragots se disséminaient dans la toile, la pauvre dame était ici à Bessia. En plus, c'est une Miss. Elle a pris son billet d'avion de la Côte d'Ivoire pour aller suivre le match de Zimbabwe, de la Guinée contre le Zimbabwe au Cameroun, à ses propres frais. Après le match, elle était logée à Bafoussam, je précise. Elle était logée, on a joué à Yaoundé. Après le match, le lendemain, elle a pris son vol pour Conakry. Elle est venue à Conakry. Personne ne vous dira qu'elle a vu la couleur du QG, du Sili national de Guinée. Personne. Donc, quand je suis interpellé pour savoir est-ce qu'il y a eu embrouille ou est-ce que sa femme était présente à l'hôtel, ma responsabilité pour être témoin des faits, pour être un raconteur des exploits et des désillusions, c'était pour d'abord, loin de répondre à qui que ce soit, loin s'en faut, je n'en avais pas la prétention, c'était pour établir les faits, dire ce qui est exactement. Et par rapport aux embrouilles, comme je vous l'ai dit, j'étais à 1 heure de l'hôtel. Je ne suis pas allé pour savoir ce qui s'est réellement passé. J'ai eu des informations proches des joueurs
proche du staff technique que j'ai rapporté dans les grandes gueules. C'était un vendredi. C'est tout ce qui m'a... C'était ton rôle quand même d'avoir des Exactement. informations auprès des personnes et ressources. Justement. Et même si vous vous déplacez, vous êtes obligé d'interroger le staff technique, les joueurs, Forcément. l'encadrement. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Et aussitôt j'ai fini mon intervention dans les GG, c'est un supporter C'était qui une belle m'appelle. intervention d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est un supporter qui m'appelle. Il dit, Paul, ça va? J'ai dit, ça va. Il dit, tu es où? J'ai dit, je suis à la fan zone. Il dit, ah, si tu es à l'hôtel, je te prie de quitter l'hôtel. Parce que là, ça s'injurie, on en est venu aux mains, quoi. Mais moi, gare à celui qui va t'insulter. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, par rapport à quoi? Que tu as nié la présence de la femme de ces gars à l'hôtel. J'ai dit, mais personnellement, je peux pas, je connais pas la femme de ces gars. Et ça a quel rapport avec la défaite de la Guinée, de la Guinée Quel contre est le le Zimbabwe? rapport? Ouais. Maintenant, après, le conseiller du ministre Abakar Touré, que je remercie, qui m'a appelé, et je l'ai rejoint à son hôtel, il dit, reste ici, calme-toi, après quelques temps, tu vas regagner ton hôtel. Après, j'ai vu les lynchages. En fait, je n'ai pas répondu, moi, à quelque chose de malheureux. Bon, ça m'a plutôt grandi, parce que j'ai eu des soutiens inestimables. Lorsque j'ai vu la présidente du CONOR venir à notre hôtel à une heure tardive, et quand j'ai vu l'ambassadeur de la Guinée au Cameroun avec toute son escorte venir nous témoigner son soutien, sa solidarité, lorsque toute la communauté guinéenne de Yaoundé s'est déplacée dans le bus pour venir, heureusement d'ailleurs que j'étais avec MB, c'est MB qui m'a extirpé dans leurs mains. Ah, j'ai dit, alors là j'ai été grandi. Je n'ai pas répondu pourquoi. Rapidement. Alors, je réponds rapidement. Parce que ce sont des esprits faibles et des petits esprits qui discutent des personnes. Les esprits forts parlent de perspective et de changement. Deuxièmement, je n'ai pas répondu parce que quand j'ai lu Frédéric Hermel qui a écrit une autobiographie sur Zinedine Zidane, le symbole personnifié de la France, il dit quand on est à une position supérieure, on est à une position d'imam, on est à une position de prêtre, on ne répond pas aux âmes égarées. On prie Dieu qu'il ait pitié des âmes égarées. Parce que ces pauvres pécheurs, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je n'avais pas le temps de répondre à ces ragots. Moi, j'ai prié Dieu de pardonner ces âmes égarées. Ceux dont l'intelligence est aveuglée par des intérêts égoïstes et personnels qui les empêchent de discerner et d'affronter l'évidence. J'ai prié Dieu d'avoir pitié de leurs âmes. Oui, que vos prières soient exaucées. Paul Fatia Tunkara, notre spécialiste des questions sportives au groupe Adafo Média. Amadou, dernière question avant de clôturer cette émission. J'ai envie de commencer par un amen avant de poser la question. C'est vrai que toutes ces plumes acerbes ne nous ébranlent guère. Chacun fait son travail. Qu'il continue de parler. C'était quoi la collaboration entre l'équipe du CONOR et la fédération pour cette compétition? Parce que vous avez eu assisté à plusieurs... Le CONOR, c'est la fédération. Oui, et le ministère plutôt. Et le ministère, parce que vous avez eu assisté à plusieurs Coupes d'Afrique. Quelle était la particularité de cette CAN? J'avoue que c'était une parfaite collaboration. Le ministère s'est saigné 2020 parce que pour le stage du côté de Rwanda, tenez-vous bien, c'est 51 chambres qui ont été mises à la disposition du Sili national de Guinée. 51 chambres, donc chacun par chambre. Arrivé au Cameroun, malheureusement, sur les exigences de la CAF, par exemple, les joueurs étaient obligés de loger 2 par chambre. Ça, c'est contre la volonté du département qui était prêt pourtant à loger les joueurs comme il avait fait. Les moyens sont toujours là pour les moyens étaient toujours là. Même le directeur national des sports, directeur adjoint national adjoint des sports, M. Djibril Kaki, a dû céder sa chambre parce que tenez-vous bien, 26 chambres pour toute la délégation, c'était quand même c'était insuffisant. Mais puisque ce sont les exigences de la CAF, il fallait s'y accommoder. Maintenant, il y avait un délégué du département qui était au chevet du Sili national, à partir de Conakry jusqu'au Cameroun, en passant par le Rwanda. La collaboration était parfaite. On a entendu des embrouilles à dire qu'il y avait des soucis de primes impayés, que les joueurs faisaient la fine bouche, qui menaçaient même de boycotter les séances d'entraînement. Il n'y a jamais eu de problème de primes au Cameroun. Bien. Tout a été mis à la disposition de l'équipe nationale. Bien. Dernière question, Paul Fatia Tunkara. Vous suivez cette équipe du Sili national de Guinée depuis des années. On parle de refondation avec cette transition. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir une équipe compétitive
Histoire de nous envoyer, même si c'est en demi-finale, parce que nous, on se contente toujours du minimum. Je ne parlerai pas de remporter cette compétition. Alors, on va interroger l'histoire. Pour ceux qui ont la mémoire de poule, ils comprendront que l'élimination du Sili national n'est pas que du fait de l'entraîneur. En 2004, par exemple, on a été éliminé en quart de finale. À l'époque, c'était Michel Ducier qui était entraîneur. En 2006, c'est-à-dire 2 ans après, on a été éliminé en quart de finale. C'était Patrice Neveu. En 2008, encore 2 ans après, on a été éliminé au même stade de la compétition en quart de finale. C'était avec Robert Nouzaré. En 2012, on a été éliminé en phase de poule. C'était avec Michel Ducier. En 2015, on a été éliminé en 8e de finale au Ghana, par le Ghana. 3-0, c'était Michel Ducier. En 2019, on a été éliminé en 8e de finale en Égypte. C'était par l'Algérie. En 2022, là, on a été éliminé au même stade de la compétition par la Gambie. Ça veut dire qu'à un certain moment, le Sili ne joue jamais 5 matchs, c'est toujours 4 matchs. Le Sili ressemble à une voiture qui est en panne. Longtemps resté en panne, au lieu de l'amener, au lieu de la donner à un garage, au lieu de bien l'entretenir, on change de chauffeur. Alors moi je vais vous aider. Faites venir le chauffeur le plus habile, faites venir un Michael Schumacher, la voiture ne va pas bouger. C'est comme si vous voulez dire que le Sili ressemble à un véhicule dont on se contente tous les jours de changer le chauffeur sans pour autant réparer le moteur. Exactement. Mais Thierno, si tu me permets juste... Mais on se rappelle, contrairement aux autres éditions, c'est qu'on avait Antonio qui avait mis les moyens, qui avait annoncé beaucoup d'annonces pour que ça change pour les compétitions à venir. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché en si peu de mots? Parce que les mêmes faits ont toujours produit les mêmes effets. Bien. Paul Fatia, merci. On n'a pas tiré les vrais enseignements. Aujourd'hui, il faut une profonde refondation. Il faut qu'on s'inscrive dans la continuité, qu'on ait un projet sportif, qu'on ait un entraîneur qui incarne la rupture, et avec qu'on ait des compétitions domestiques à viabiliser. Le championnat, les académies de football, on commence à en avoir, même si elles sont à l'état embryonnaire, avec Yoroko Gia, avec Rorira, où on est en train de s'aimer les germes des futurs champions, inspirés des exploits de Chérif Suleiman, de Piti Sourier. Je pense que dans un futur proche, la Guinée pourra prétendre jouer le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup Paul Fatia Tunkara, notre spécialiste des questions sportives au groupe Adafo Media. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Allez, tout de suite, on marque une pause, le temps pour nous d'inviter le second intervenant qui nous rejoindra d'un moment dans cette émission, les informer sur Radio Espace TV. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimounot, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Merci de nous préférer sur Radio Espace. On était avec Paul Fatia Tunkara, notre spécialiste des questions sportives en provenance du Cameroun, de Bafoussam, Yaoundé, où le Sili participait à cette CAN 2022. Rapidement, très rapidement, moi, il fallait que je le dise. Jamais le monde guinéen ne se réunit plus que quand c'est le foot qui se passe. Loin des considérations politiques. Loin des considérations politiques. Ce qui est important et ce qu'on attend. Une chose, moi je veux, on arrête les gars. On fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. On stoppe, on se prépare. Tout comme les Chinois se préparent, ils ont à un certain moment, pour être au sommet du monde aujourd'hui, ils envoient 10 ans avant, ils prennent des gens, on va vous former. Aujourd'hui, au Sénégal, ils sont en train de préparer, ils sont en train de découvrir des gisements. Ce que Macky Sall fait, ils sont en train de préparer des gens, des études en attendant, pour que tout se fasse dans notre pays, et ainsi de suite. Ce qu'on peut faire, c'est pas un problème. 2, 3 ans, on ne participe pas, on prépare. Quand on vient, tout le monde sait qu'on est venu. Et aux joueurs, s'il vous plaît, quand on joue, comment, c'est-à-dire même si on vous bat, mais vous avez vu la vidéo du gars qui a dit Gambi, même si on vous bat, il faut qu'on sente que oui, celui qui a joué là, il s'est battu. Mais les gens ont regardé, moi j'ai regardé, je n'étais pas fier, je pensais que c'était moi qui jouais. On n'a pas senti qu'on a été battu parce que ce n'était pas de notre faute, on a été battu parce que c'était le match, c'était le foot. On a été battu parce qu'on ne s'est pas battu. Et souvent, Alpha Baldé, l'un des journalistes sportifs, me disait que quand le Sili joue pour une campagne de une compétition, le 4e match, c'est comme si les joueurs préparent toujours le voyage à la veille, parce qu'ils s'attendent toujours à voyager. Mais c'est un signe. C'est un signe. Ils savent que c'est vrai qu'ils ont raison de se préparer parce que
à cette phase de la compétition, ça se joue sur un match. C'est que c'est l'instinct de survie à ce niveau. On a des pays comme l'Algérie, comme le Nigeria, comme le Mali qui nous dépassent en termes d'infrastructures, qui se sont limités au même niveau que nous. C'est vrai que chez nous, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de base, c'est ce qui crée le problème. Moi, je pense que le football, c'est une question de passion. Ça passionne aujourd'hui, ça nous passionnera demain. Et Thierry Romadio qui décide de ne pas supporter le Chili, mais chaque fois qu'on gagne un match, il revient. Et moi, je ne vous ai jamais dit que je ne supporterai pas le Chili. Ça, c'est une accusation, des manœuvres dilatoires tendant à me décrédibiliser. Allez, Félix. Bonjour aux fumeurs de chicha. Bon, enfin, c'est toujours avec... Il faut respecter parce que les fumeurs de chicha sont très concentrés. Bon, ça dépend. C'est toujours avec un pincement de cœur qu'on parle ainsi du Chili national parce que c'est le football qui seulement pour le moment peut nous réunir en pareilles circonstances. C'est un facteur de rassemblement. Voilà. Maintenant, il faut le dire, toute chose c'est un projet. Lorsque votre projet est mûri, lorsqu'il est bien exécuté, mais vous avez tout de suite des résultats. On ne peut pas se lever un bon matin et puis investir des milliards pour aller jouer une compétition qui, à la base, n'a pas été préparée. Bien. C'est impossible. Ouais. Donc, je pense, comme Théophile l'a dit, je pense que pour le moment, l'équipe nationale doit réfléchir, en faire un projet pour pouvoir suivre pas après pas avant de participer à n'importe quelle compétition. Bien, je parlais de facteurs, mais plutôt de vecteurs. Oui, c'est vrai qu'il y a certains qui estiment que c'est mieux aujourd'hui d'envoyer des joueurs locaux. On a vu cette équipe du Chili national lors du champ. C'était au Rwanda ou au Cameroun? Oui, au Cameroun. Avec les Ghana, avec les policiers, avec Morla Isila et tant d'autres, avec Yorobo, le latéral gauche qui joue actuellement dans un championnat sénégalais. Ouais. C'était des joueurs, il y avait la hargne, il y avait la force mentale, mais malheureusement avec cette équipe du Chili... La chose peut-être que j'ai oublié. Ouais. Vous savez, quand l'hymne national retentit pendant des matchs, même quand vous n'êtes pas dans le terrain, vous avez des frissons, même quand vous êtes dans votre salon. Mais c'est ce qu'on ne ressent pas. Salon, nous, quand on était au salon, on s'est levé. Je te dis, nous, on s'est levé. Quand on ne ressent même pas ça, les joueurs, sincèrement. Donc c'est ce qui nous fait mal, quoi. C'est la défaite, la défaite dans le football, soit vous gagnez, vous perdez, ou soit c'est un match nul. Mais il faut perdre avec des armes en main, c'est important. Avec la dignité. Quand même. Oui, il faut être de la grandeur. Oui, ça me fait rire, mais c'est choquant parfois avec des milliards investis pour une équipe qui ne rapporte absolument rien. Des simples fumeurs de chicha. C'est choquant, on attend mieux du Chili national de Guinée, comme on l'a dit, on le dit tout le temps, c'est un vecteur de rassemblement et d'unité nationale. Donc déjà, mais je pense qu'il ne faut pas aussi jeter le bébé avec l'eau du bain, à dire qu'il faut suspendre toutes les activités sportives liées au football en attendant de voir si ça ne produit pas, c'est important. Ce que je veux dire, c'est parce qu'il y a des mauvais journalistes qui peuvent arrêter le monde des médias. Effectivement, et cette équipe, on peut arrêter de participer aux compétitions. Je veux rajouter, mais on continue. Non, on peut faire la différence. On peut arrêter de participer à la CAN. On fait des. En quoi ça va servir? On ne peut pas arrêter se préparer. L'occasion de donner son point de vue. La CAN arrive chaque 2 ans. On peut se préparer dans ce laps de temps-là, même si elle va arriver l'année prochaine à cause, bien sûr, de ce décalage qui a eu lieu là. Mais ce que moi je veux dire, cette équipe-là, effectivement, cette équipe-là, il y a quand même des jeunes qui sont arrivés dans cette équipe, qui étaient à leur première CAN. Agibou, Moriba dont parlait Paul tout à l'heure, c'était l'une des révélations de la CAN et tout. Et le meilleur joueur jeune lors du premier tour. Mais il y a de bonnes bases déjà sur lesquelles nous pouvons partir pour fonder une bonne équipe. Mais les joueurs locaux, c'est vrai que c'est une partie de la solution, mais ce n'est pas que la solution. On a vu les joueurs locaux là qui sont partis perdre contre la Guinée-Bissau, le dernier match de qualification pour la Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'il faut faire d'encore une étude sérieuse et prendre le pour et le contre, voir ce qui est bon déjà, ne pas tout mettre de côté. C'est pas les mots, il faut se préparer, il faut arrêter. C'est comme l'État, c'est comme le coup d'État, c'est comme ce qui s'est passé. À un certain moment, vous mettez la rupture. Vous mettez la rupture pour refonder. Tu es à côté de la plaque, tu pas d'un seul coup. Tu ne connais pas le foot, Théo. Oui, toi tu connais, tu es footballeur. Tu es footballeur. Non, Théo, tu n'es pas dans le Chili national. Tu ne connais pas le foot. C'est pas parce que tu n'es pas footballeur. Je vais me couper le micro, on va introduire c'est quoi invité, c'est chaud. C'est vrai quand on parle de la nation, c'est normal parce qu'on a tous envie de gagner quand même. Quand on voit ces équipes-là, on a envie quand même que le Chili continue, mais visiblement c'est un réflexe, c'est dans le sang. Le Guinéen se contente du minimum. Imran Diallo, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir Thierno et bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent actuellement à travers le monde. Merci beaucoup à vous Imran Diallo. Vous êtes un activiste membre du FNDC. À un moment donné, vous avez décidé de quitter le pays, de s'exiler au Sénégal. Beaucoup de questions à vous poser. Qu'est-ce qui avait motivé cet exil? Comment avez-vous vécu cet exil loin de la famille du côté du Sénégal? Le Sénégal, Dakar, une terre d'accueil.
et vous êtes revenu au pays. Mais pour commencer, vous étiez membre actif de FNDC. À l'époque, qu'est-ce qui vous avait motivé à quitter le pays et se rendre au Sénégal? Bon, écoutez, Thierno, avant de répondre à votre question, j'aimerais marquer une minute de silence pour rendre hommage à toutes les victimes du régime d'Alpha Condé. Bien, on va voir avec votre permission. Bien. Bien, je pense. Ok. Merci. Vous savez, dans notre pays, depuis la création et le lancement du FNDC en 2018, tous les opposants ou tous les journalistes qui prenaient position étaient confrontés à des rudes épreuves de vie qui étaient réservées, disons, sur 3 actions. Soit la prison, l'exil forcé, ou la mort pour les moins sensés. Donc c'est dans ce sens que moi je me suis retrouvé dans les collimateurs de la justice. Donc depuis, à partir du lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre, j'étais menacé par les forces de défense et de la sécurité dont j'ignorais vraiment les motifs. Et à un moment, le 20 novembre, j'avais reçu un appel d'un inconnu qui m'a alerté et sous quoi je serais recherché par les forces de défense et de la sécurité. Maintenant, ce dernier, moi, je lui ai posé 3 questions. Qui êtes-vous et qui vous a remis mon numéro? Et comment avez-vous su vraiment que je suis recherché par les forces de défense et de la sécurité? Cette personne, il ne m'avait vraiment pas répondu à toutes ces questions. Il m'a dit, ce qui est assez intéressant pour moi, c'est de vous alerter. C'est une information à prendre ou à laisser. Donc, quelques jours après, il y a les individus qui sillonnaient dans mon quartier pour demander d'après moi, sous prétexte que j'ai une réunion des FNDC avec eux. Et très heureusement pour moi, j'ai été alerté par les voisins. Donc, je n'ai jamais fait organiser une réunion des FNDC ou politique à mon domicile. Donc, j'ai été alerté par les voisins. Donc, à partir de là, j'ai compris qu'il y a du sérieux. Quelques jours après, il y a une pick-up de la gendarmerie qui était garée devant mon domicile. 3 agents se sont introduits dans la cour avec des menaces et des injures à caractère ethnocentriste qui demandaient d'où je suis. Heureusement, j'étais absent de la maison et quand ils sont partis, j'ai été appelé par la famille pour m'expliquer vraiment ce qui s'est passé. Donc, à partir de là, j'ai essayé vraiment de limiter mes déplacements et même utiliser mon téléphone Android. Donc, c'était du sérieux. Et le 23 novembre, je me rappelle très bien, et je ne sais pas s'il s'agit de la même pick-up ou une autre, je ne sais pas, mais il y a certains éléments de la gendarmerie qui étaient venus déposer une convocation dont les motifs n'étaient pas notifiés sur la convocation. Donc avec la pression de la famille et des amis, j'étais obligé de quitter le pays. Quel escadron, ces gendarmes-là? C'était une convocation de quel escadron? C'était l'escadron numéro 5 de Wanindara. D'accord, au niveau des rails. Au niveau des rails, effectivement. Quand on vous a remis cette convocation, vous avez décidé de vous rendre ou bien vous avez décidé de ne pas vous rendre? Non, je ne me suis pas rendu parce que c'est pas parce que j'avais peur de la prison, mais j'ai refusé d'être emprisonné frauduleusement et gratuitement sans aucun fondement. Bien. Et quand vous avez reçu la convocation, vous avez fait quoi? Bon, en fait, quand j'ai reçu la convocation, c'est la famille qui avait reçu la convocation. Ils m'ont appelé pour m'informer. Moi-même, je suis allé à la maison la journée. J'ai récupéré la convocation. Donc, j'ai appelé certains amis pour les informer. Mais avec les conseils de tout un chacun, ce n'était pas propice vraiment de répondre à cette convocation. Donc, avec la pression, comme je vous ai dit, j'étais obligé de quitter le pays au prix de ma vie. Alors, justement, parlez-nous de cette condition, de ces circonstances qui vous ont fait quitter le pays.
Vous avez pris un vol ici, vous avez passé par l'aéroport de Conakry ou bien vous avez pris la route. C'est important de savoir. Non, écoutez, ça vous fait sourire quand on parle de l'aéroport. Voilà, exactement, parce que vous savez, quand on est recherché par les services de sécurité, donc on ne peut pas se hasarder à passer par l'aéroport. C'est que quelqu'un a essayé finalement il est à la maison centrale. Donc voilà, j'ai passé par la route. Voilà, j'ai passé par la route. J'ai essayé vraiment de dribbler les forces de sécurité parce qu'en ce moment, il y avait tellement de barrages sur le long de nos routes. À quelques kilomètres, tu retrouves des barrages un peu partout. Donc, je ne sais pas sur quel fondement. Donc, c'est sur quel la est route. Le trajet? Bon, le trajet, moi, je ne sais pas s'il faut... s'il faut vraiment livrer la stratégie. Donc, c'est pas facile. Donc, voilà. Parce que vous pourrez fuir dans les jours à venir. Quand même, on est dans une démocratie maintenant. Vous ne risquez pas quand même. On ne sait jamais. On sait jamais. En tout cas, ce qui est sûr, j'ai passé par la route, j'ai quitté Conakry, je suis allé à l'Abbé. Et sans plus tarder, de l'Abbé, j'ai passé par Kédougou pour se retrouver au Sénégal. Kédougou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des régions du Sénégal qui n'est pas loin de Mali, Yemberen, dans la préfecture de Mali. C'est ça. Exactement. Et il semble qu'il y a des routes de vaches là-bas. Donc vous ne prenez pas la route normale parce qu'il y a des barrages. Non, pas du tout. Bien. On va marquer une pause de temps pour nos obligations commerciales. On revient juste après avec vous. Imran Diallo, vous êtes activiste membre du FNDC. À un moment donné, vous avez décidé de prendre vos destins en main en allant au Sénégal, s'exiler. Vous êtes de retour au pays après le coup de salut du 5 septembre 2021. On revient juste après sur Radio Espace TV chez Les Informés.